Bonjour à tous, merci d'être venus, d'être là parmi nous. D'abord, je vais commencer par remercier tous les organisateurs du Salon de l'Entre des Livres, nos partenaires, dont vous voyez la liste ci-contre, à notre droite, et notre éditrice Sophie Verdet, qui s'occupe des éditions des Offrés, basées à la Rocade. Jean-Louis Meunier est enseignant retraité universitaire. Michel Stubrobinet est inspecteur honoraire du travail et s'occupe particulièrement des personnes en difficulté sociale. Et je suis professeur des écoles, donc je m'occupe plutôt des enfants et de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter une table ronde. Vous pourrez échanger avec nous, vous pourrez nous couper, il n'y a pas de problème. Le but c'est d'échanger, c'est pas une conférence comme on a l'habitude de faire. Vraiment, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Alors, comment on va approcher l'œuvre de Camus d'une façon innovante? De quelle manière peut-elle répondre aux préoccupations contemporaines et à un questionnement personnel? Donc, avant tout, Michel va vous présenter l'association Partage culturel en Provence. Oui, donc c'est une association nouvellement créée qui a pour objet de diffuser, de promouvoir la culture, la littérature, l'art sous toutes ses formes et nos patrimoines culturels pour améliorer le développement culturel, réaliser des activités à but éducatif, constructif et de développement par la culture, de créer des liens afin de faciliter les partenariats culturels, notamment en Provence, autour de la Méditerranée et en Europe, en diversifiant nos activités par des conférences, des tables rondes, des expositions, en organisant des balades in situ autour des auteurs avec lesquels nous travaillons, des soirées lecture, notamment avec des partenaires libraires à Avignon, pour le moment, prochainement à Marseille avec la librairie Prado Paradis. Sur Avignon, c'est la librairie La Mémoire du Monde. Voilà, en direction de tout public, évidemment des publics universitaires, scolaires, collégiens, lycéens, mais aussi avec des seniors qui ont plus peut-être de temps libre pour participer à tout cela, et avec des personnes en difficulté, et nous vous dirons avec lesquelles personnes nous avons travaillé, plus particulièrement, notamment des bénéficiaires du RSA et des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Alors, sur notre table, il y a le programme justement de ce que nous faisons, ce que nous allons faire là à la fin de ce printemps et après pour le début de l'automne. Voilà, c'est sur la table. Bien, donc moi je vais vous parler de l'intérêt de l'œuvre de Camus aujourd'hui, de le citer. Vous savez que c'est l'auteur le plus cité au monde, Camus, actuellement, et le plus traduit aussi après la Bible, à l'étranger notamment. Il est beaucoup cité par les médias et souvent de façon inappropriée. Deux phrases essentiellement qui font beaucoup pour que Camus soit cité en dehors des clous. La première, c'est mal nommer les choses, de jeter au malheur du monde. Camus n'a jamais écrit ça. Il a écrit mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. C'est-à-dire que mal nommer les choses, c'est pas ce que c'est. Quelqu'un ne connaît pas du tout ces choses, machin, voilà. Donc mal nommer les choses, c'est très vague, et au malheur du monde, c'est très vague. Pour Camus, mal nommer un objet, c'est-à-dire savoir de quoi on parle, ce que l'on défend, ce que l'on veut dire, etc., c'est ajouter au malheur de ce monde, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes tous les jours, en bien ou en mal. La deuxième, c'est la fameuse phrase que vous connaissez, entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est souvent cité, mais en dehors des clous. En effet, dire entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère, ça signifie que je m'affiche pas mal de la justice, mais que je préfère ma famille. C'est très égoïste. Or, il faut savoir que cette phrase, Camus l'avait prononcée après la remise de l'attribution du prix Nobel en 1957. Il est invité à donner une conférence pour des étudiants à Uppsala en décembre 1957, et à la conférence, il est apostrophé violemment par un jeune étudiant algérien que nous avons retrouvé d'ailleurs 50 ans après, qui a bien redit les choses. Il est apostrophé, et ce jeune étudiant lui dit: vous signez beaucoup de pétitions, vous n'en signez pas pour l'indépendance de l'Algérie. Camus tente de lui répondre: c'est un brouhaha indescriptible, une pagaille monstre, chacun parle de son côté, ça peut s'y faire, mais le journaliste du Monde à l'époque peut savoir un petit peu ce que dit Camus. Et Camus
Camus n'a pas dit « entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère ». Je vous lis ce qu'il a dit. « Je n'ai jamais parlé à un arabe ou à l'un de vos militants comme vous venez de me parler publiquement. Vous êtes pour la démocratie en Algérie, soyez donc démocrate tout de suite et laissez-moi parler. Laissez-moi finir mes phrases, car souvent les phrases ne prennent leur sens qu'à la fin. » Et puis, Camus ajoute, quand il peut parler dans le brouhaha, « Je me suis tué depuis 1 an et 8 mois, ce qui ne signifie pas que je n'ai cessé d'agir. J'ai été, je suis toujours partisan d'une Algérie juste, où les deux populations doivent vivre en paix et dans l'égalité. J'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique, jusqu'à ce que la haine de part et d'autre soit devenue telle qu'il n'appartenait plus à un intellectuel d'intervenir, ces déclarations risquant d'aggraver la terreur. Il m'a semblé que mieux vaut attendre jusqu'à un moment propice d'unir au lieu de diviser. Je puis vous assurer cependant que vous avez des camarades en vie aujourd'hui grâce à des actions que vous ne connaissez pas. » C'est ce qu'il dit à l'étudiant, bien évidemment. « C'est avec une certaine répugnance que je donne ainsi mes raisons en public, et c'est là que c'est intéressant. J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, celui qui était dans les rues d'Alger à cette époque-là. Et je vous précise qu'une bombe, c'est pas comme Tchernobyl, vous savez, Tchernobyl, c'est arrêté à la frontière, enfin, on va le faire croire. Une bombe, là où elle est posée, elle tue n'importe qui, elle ne fait pas de sélection. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Cette déclaration fut ponctuée d'ovations, écrit Dominique Birman, qui était le journaliste du Monde. En définitive, qu'a dit Camus, et on n'interprète pas son texte, il dit que la justice, que les bombes et la violence prétendent exercer, n'est pas la justice. La justice, c'est quand on se parle. Et donc, à partir du moment où on pense que les choses vont se régler par la violence, on est à côté de la plaque. Et donc, Camus préfère défendre l'être humain plutôt que cette justice qui est violente et qui s'exerce aveuglément. Donc, cette phrase, Camus a prononcé quelque chose dans ce mot, mais quand on la sort du contexte, ce qui est régulièrement fait, j'étais encore un membre la semaine dernière, c'est exactement la même chose combien de fois, soit Florian, soit Michel, que ce soit moi ou d'autres, on nous a dit oui, mais il a écrit ma mère et la justice. Non, pas du tout, pas du tout. Il a écrit que la violence ne règle rien et que plutôt que la violence, il préfère l'être humain. C'est tout à fait différent. Voilà un petit peu de choses sur lesquelles nous insistons régulièrement, chacun de notre côté ou ensemble. Donc, quel est l'intérêt, pourquoi lire Camus aujourd'hui? Non pas parce qu'il est l'auteur le plus cité, mais parce qu'il est celui qui permet de réfléchir. J'ai coutume de dire que, vous savez, en Chine, on a agité le petit livre rouge de Mao, il y en avait qui lisaient Mein Kampf il y a quelque temps, qui le lisent encore d'ailleurs. Nous n'agitons pas notre Camus tous les matins en disant, voilà, Camus a dit, Camus a raison, Camus cela. Nous lisons dans une circonstance donnée. Qu'a dit Camus, qu'a écrit Camus. Et à partir de là, nous exerçons notre propre réflexion en disant nous sommes au XXIe siècle. Camus nous aide à travailler. Il faut comprendre l'œuvre de Camus, non pas comme quelque chose dans laquelle tout est dit, beaucoup est dit, mais il faut la comprendre comme une œuvre qui nous aide, chacun de nous, et qui aidera, nous l'espérons, ceux qui viendront après nous, parce qu'il n'y a pas que des seniors dans la salle, hein, voilà, ceux qui viennent, ou celles qui viendront après nous, à se dire, voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il fallait défendre un monde de justice, un monde social, défendre l'Europe. Ce qui est important, et non pas n'importe quelle Europe. C'est une Europe qui allait, Camus a souvent dit que le territoire de l'Europe, pour lui, c'était du Maghreb jusqu'à Moscou. On a encore des progrès à faire, bien évidemment. Et c'était une Europe sociale, une Europe juste, une Europe de la liberté. On a encore beaucoup de progrès à faire, on va voir ce qui se passe actuellement. Donc, pourquoi citer Camus? Parce que c'est quelqu'un qui aide, ce n'est pas quelqu'un qui apporte des réponses toutes faites, c'est quelqu'un qui aide à réfléchir. Et de quelle manière peut donc nous aider à répondre à un questionnement qui nous est personnel, ou un questionnement que nous avons collectivement quand on est en réunion, quand on parle, quand on fait une conférence, quand on discute, quand on prend l'apéritif, etc., peu importe, au bord de la piscine, où vous voulez, hein, voilà. Voilà un petit peu l'intérêt de l'œuvre de Camus aujourd'hui. C'est une œuvre intéressante parce qu'elle nous aide à réfléchir. Ce questionnement personnel, on le retrouve notamment dans le documentaire de Joël Calmette, Vivre avec Camus. Avec Camus, oui. Il y a l'interview de beaucoup de personnes qui expriment leur ressenti et leur vie avec Camus. Alors, comment on va approcher l'œuvre de Camus d'une façon assez innovante,
disons, avec beaucoup de public, et surtout, pourquoi le faire de cette façon. Donc il y a une certaine volonté de transmettre cette passion que nous avons pour Camus. Ça fait un petit moment que nous sommes petit camusiens, même si j'aime pas ce mot, de révéler son œuvre, son idée, son humanisme, de façon différente, pas toujours avec des conférences justement, avec ce que l'on peut, les moyens dont on dispose, et surtout de façon la plus accessible pour tous. Donc, nous souhaitons aujourd'hui, comme vous l'a dit Michel, vous faire part de ses expériences à travers quelques exemples, et ces actions sont plus anciennes, d'autres sont récentes, et il y a encore plein d'idées à venir pour suivre cette mission. On a beaucoup d'imagination, Michel aussi. Ensuite, faire connaître et aimer Camus à plus de personnes, enfants. Donc moi je vous parlais de l'expérience avec des enfants de 8 ans, des adolescents, collège et lycée, et ces étudiants, seniors, Michel va vous en parler aussi, à ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer, ceux qui ont eu l'envie, l'idée de le relire tout simplement aussi, pour mieux le comprendre et en fait pour l'apprécier. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler des scolaires d'abord. En 2016-2017, j'ai travaillé aux écoles de Graveson et d'Erague et Bouches-du-Rhône. Et on est parti sur un projet sur la violence. Donc Jean-Louis, c'est bien parce que tu as parlé de violence juste avant, violence très seconde. Et tout simplement parce que j'aime beaucoup l'étranger. On est parti sur l'étranger avec des enfants de 8 ans. Et alors, ça peut choquer beaucoup de personnes puisque c'est une œuvre qui apparemment serait compliquée à cet âge-là, mais ne vous inquiétez pas, les enfants à 8 ans, ils ont vu beaucoup de choses violentes, et surtout depuis ces derniers temps, je pense que lire l'étranger, c'est quand même bien moins violent que ce que l'on peut voir à la télévision ou sur les téléphones. Alors, évidemment, on n'aborde pas avec un enfant de 8 ans une œuvre littéraire comme on l'aborde avec des étudiants. Moi, je vais d'abord commencer par regarder la couverture, les différentes couvertures qui existent, leur demander si l'illustration de la couverture correspond au titre, ce que ça leur inspire. On va étudier la quatrième couverture, donc ça me permet à la fois aussi de parler de tout ce côté. Un enfant ne connaît pas le terme de quatrième de couverture, il ne sait pas à quoi sert une quatrième de couverture, il ne sait pas ce que c'est un éditeur. Donc c'est intéressant aussi pour eux de découvrir que dans un livre, il n'y a pas qu'une histoire, il y a aussi toute la date de parution, de première parution, de réédition. Ça c'est le côté aussi un peu technique qu'on peut voir avec des enfants. Ensuite, je vais leur lire quelques extraits. Alors évidemment, je n'ai pas lu que des extraits de l'étranger, j'ai aussi lu des extraits de Noces, puisque ça, au niveau des paysages, ça peut leur rappeler les paysages de Provence, d'ici, avec les amandiers, les fleurs, la mer au plus près, qui leur permet aussi de bien, ce qui me permet à moi surtout de créer un champ lexical de la mer. Aussi. Vous voyez, on peut partir d'un texte et aller vers plein de compétences. Dans l'enseignement, c'est le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire, et j'ai des dictées, Alors évidemment, je ne vais pas prendre des passages qui sont compliqués, mais il y a des passages très simples dans Noces, où un enfant de 8 ans a toutes les règles grammaticales pour pouvoir faire sa dictée. C'est pas une dictée de 100 mots, on va dire très simple, 50 mots. Et puis, pour l'étranger, donc sur la violence, au programme en éducation morale et civique, on a quand même, on doit aborder les droits et les devoirs. Et particulièrement, ce qui est intéressant pour eux, c'est les droits de l'enfant. Donc aborder l'étranger par un projet avec la violence et arriver à exprimer ensuite les différentes formes de violence qui existent. Ils ont repéré très facilement que Meursault il était quand même assez violent avec Marie. Ils m'ont dit qu'il n'était pas cool, je sais pas, il n'était pas un gars gentil. Sentimentalement, il y a une forme de violence. Ensuite, évidemment, la scène du meurtre est très violente. Et avec tout ça, on a pu établir toute une liste de formes de violence. Et à la fin, on est retombé sur les violences et les droits de l'enfant. Donc, évidemment, Michel, je vais vous montrer ce qu'on peut faire directement avec ces enfants. Tu peux lire le passage? Là, à partir de la lumière agitée. Je leur ai dit de mettre sous forme de dessin. La lumière sous forme de dessin, la scène du meurtre. Je vous montre ça, c'est assez frappant puisque vous remarquerez que le soleil est omniprésent sur tous les dessins. Et ça montre bien que c'est le fil conducteur de cette œuvre.
la lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lune, comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la grosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Vous voyez comme quoi on peut s'amuser, parce qu'ils se sont amusés à faire des dessins, à illustrer une phrase, et on voit bien que sur chaque dessin, et quand on les met au tableau, comme je l'une à la suite de l'autre, c'est pas loin. Alors évidemment, je m'appuie aussi sur la BD de Jacques Ferrandez, aujourd'hui c'est un support qui est très avantageux pour nous pour pouvoir parler de la bande dessinée en général, et d'aller vers une œuvre justement. Ensuite, on peut travailler les citations avec ses élèves. Alors voilà, simplement, le besoin d'avoir raison marque d'esprit vulgaire, Clémence. Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime. Alors il y a des fautes d'orthographe aussi. C'est normal. Faire souffrir est la seule façon de se tromper, Arantxa. Alors là, c'est les hommes ne vivent pas que de justice. C'est encore Arantxa. Et enfin, je me révolte, donc nous sommes. Vous voyez comme quoi. Et bien sûr, évidemment, on ne donne pas une phrase comme ça, on peut expliquer les mots, c'est quoi une révolution, c'est. Voilà. On ne va pas aller chercher plus profondément avec ces enfants-là, mais il y a une acquisition de vocabulaire qui est importante pour eux. Et à la fin, je leur ai quand même demandé de me transcrire un petit peu ce qu'ils ont ressenti de ce projet Camus, parce que tout ça, c'était. Il y en avait quand même une trentaine affichés dans les couloirs de l'école, ça faisait une sacrée. Beaucoup de couleurs. Et ils ont écrit leur ressenti, donc nous avons étudié Camus, cet écrivain, voilà, c'est vraiment de base, mais ça leur a plu. Et puis on avait des portraits, alors ça permettra aussi de parler de portraits. Des portraits façon au calque, avec de la craie grasse. Voilà, on peut s'amuser tout simplement en abordant un auteur, donc ça peut être fait avec n'importe quel auteur aujourd'hui. Ensuite, ça c'est mon expérience avec les primaires, bon, il y en a d'autres. Les enfants de quel âge ? 8 ans. CE2, exactement. C'est assez. Comment dire ? Au moment où j'ai mis les images que je vous ai montrées au tableau, ça m'a frappé, vraiment. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que parfois on se dit, bon, mais c'est bien, c'est pour eux, ils vont dessiner, c'est un moment d'art, de l'art, c'est de l'art visuel. Voilà. Je suis allé voir mes collègues, je leur ai dit, venez, parce qu'il faut absolument que vous voyez ça. Et c'était vraiment frappant, l'histoire du soleil. Vraiment, ce fil conducteur était. Bon, alors je ne sais pas les originaux puisque j'ai été obligé de les rendre en famille, hein, c'est leur droit. Voilà. Donc c'est une sorte de découverte. Et après au niveau des portraits, alors là c'est pareil. Un enfant il a quand même des représentations très bloquées et leur demander d'utiliser des couleurs vives qui n'ont rien à voir avec la représentation d'une personne, c'est assez compliqué. Bon, une fois qu'on leur dit lâchez-vous, vous voyez, on peut arriver à des choses un peu plus sympa. Alors vous reconnaissez peut-être les photos de départ, certaines. On a des Camus de toutes les formes, de toutes les couleurs, des Camus du XXIe siècle. Ensuite, alors ça c'est mon expérience avec les scolaires et d'élémentaire surtout, mais Michel et Jean-Louis sont intervenus un peu plus souvent aussi dans les collèges et les lycées. Je crois que c'est pas la même façon d'aborder puisqu'on rencontre d'abord en amont
les enseignants. Oui. Et ensuite, enfin, l'enseignant en littérature. Moi, comme j'enseigne toutes les matières, je peux permettre en 1 heure de faire de l'art, de une dictée, une lecture offerte. Vous voyez, voilà, c'est très facile de basculer d'un à l'autre. Je laisse la parole au premier des collèges. Voilà. Alors, quand nous sommes sollicités pour construire notre co-animation, donc dans les collèges, lycées, nous travaillons bien sûr en amont avec les professeurs qui déterminent les thèmes, les sujets, les extraits qu'ils souhaitent voir abordés. Puis nous intervenons en classe, nous échangeons avec les élèves pour apprécier leur niveau de connaissance, leur pratique et leur lecture. Nous répondons à leurs questions, puis nous ouvrons un débat d'idées sur les points choisis par les enseignants, le théâtre, l'enfance, la liberté, la Méditerranée, la justice, la violence, etc. La peine de mort aussi, suivant une actualité particulière, la guerre par exemple à l'heure d'aujourd'hui. Nous étayons nos propos avec des anecdotes, des citations, des extraits de textes, 1 ou 2 interventions peuvent s'envisager. Puis nous envisageons aussi avec les professeurs et les élèves, mais ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué, de découvrir Lourmarin et donc d'aller sur les traces de Camus où Camus a vécu. En parlant de traces de Camus, vous avez un petit livre qui a été publié par Christian Féline et Agnès Piquel, qui est sur les pas de Camus et de ses amis. Donc c'est à Alger, ça se passe à Alger, il y a tout un cheminement pour aller sur les pas de Camus à Alger, c'est très bien fait. Donc par rapport aux endroits que fréquentait Camus, mais aussi par rapport à ses œuvres, on retrouve des traces de l'étranger, du premier homme notamment, de Noces, etc., de ses essais. Donc au cours de la balade, nous traversons Lourmarin avec des temps de pause avec des lectures. Donc le monument aux morts, on choisira des extraits du premier homme, le cimetière évidemment, on se recueille sur sa tombe, le stade de foot avec les commentaires de Camus sur sa passion pour le foot, etc. Donc ensuite, nous leur proposons de visionner un film de Joël Calmette, un documentaire de Joël Calmette, et donc après, il y a à nouveau une discussion. Voilà. Donc nous avons fait cette expérience avec plusieurs écoles. Donc Jean-Louis va vous dire son intervention dans les écoles, mais la dernière intervention était avec un lycée du Luxembourg, donc où les élèves de première et de terminale se sont baladés tout au long de la journée à Lourmarin et ont fait un petit journal avec un reportage. Et à la suite de ça, donc, on va au-delà de la culture de Camus, parce que les élèves, étant impressionnés par ce village, ont incité leurs parents à revenir et à découvrir donc la Provence. Donc c'est un acte aussi de patrimonial, de faire découvrir la Provence, le Vaucluse, la combe de Lourmarin, etc. Voilà. C'est un projet qui va un peu plus loin qu'un projet pédagogique. Oui, en plus, là, les élèves se déplacent, mais c'est vrai que parfois, Jean-Louis, toi, tu as été dans plusieurs collèges et lycées pour justement intervenir en amont avant la visite. Exactement. Nous avons même accueilli à Lourmarin une classe venue de Beyrouth, qui a visité Lourmarin et qui a interrogé, nous avons répondu aux questions des élèves. Donc, nous avons eu aussi une intervention, notamment au collège de Cadenet. Je suis allé avec des classes de 3e. C'était une discussion plus exactement, plutôt qu'une chaise de cours, et puis après les questions, ça a plutôt été un échange sur la violence notamment. On a eu des remarques tout à fait pertinentes, dans lesquelles on devinait un petit peu les discussions en famille aussi, mais ça, c'est traditionnel. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la liberté et sur la peine capitale, qui est un sujet qui a tenu beaucoup à Albert Camus, puisque vous savez qu'il s'est engagé fermement contre la peine de mort dans une longue lignée qui commence notamment avec Olympe de Gouges au XVIIIe, Victor Hugo et d'autres. Camus s'est engagé et quand vous lirez Le Premier Homme, vous verrez comment son père rentre d'une exécution hôpital et vomit au sens propre du terme parce qu'il a été horrifié par ce spectacle. Et Camus, lui, s'est beaucoup engagé. Donc nous avons eu avec ses collégiens, au collège de Cadenet notamment, de grandes discussions qui ont montré qu'ils étaient quand même plus au courant qu'on le pensait.
croire que les jeunes ils ne regardent que la télévision et ils jouent sur l'espace game, etc. Pas du tout. Ils entendent parfois un certain nombre de choses et c'est là qui est intéressant. Donc sur la peine capitale, effectivement, on a eu des interventions qui étaient tout à fait pertinentes en disant que bon, c'est un peu barbare, alors c'est un peu dévié sur la corrida aussi, donc pour un Nîmois, bon, je ne vais rien dire, parce que la corrida, ça m'édifie totalement. Voilà, mais on a eu des remarques tout à fait intéressantes sur le fait que, en définitive, ça ne règle rien du tout. Si ça réglait quelque chose, on saurait, sans doute on ne le sait pas. Dans le cadre aussi du lycée d'Avignon, Madame Isabelle Dimondo, qui est directrice de la bibliothèque d'Avignon, avait organisé en 2019 une très longue séquence Camus avec exposition, films, discussions, interventions. Ça a été un succès au-delà de toute espérance et elle m'a demandé d'intervenir avec une classe de première sur la violence. Et j'ai choisi l'épisode de la poule qui est dans le premier Rome. Vous savez, la grand-mère dit va chercher une poule parce qu'elle va recevoir de la famille et elle veut les recevoir dignement. Et chercher une poule, le petit a peur, mais il y va quand même et la grand-mère va tuer la poule, on va tuer une poule pour manger. Et j'avais choisi un deuxième texte, un texte extrait de chez Swann, de Proust, le fameux texte où Françoise, la dame de compagnie et cette cuisinière, éprouve un plaisir énorme à arracher les plumes de la poule et à tuer cette poule. Et j'ai mis les deux textes en balance, l'un où on tue la poule pour manger, l'autre on la tue pour manger, mais où quand même il y a une espèce de volupté à tirer les plumes, etc. Et donc j'aurais dit, voilà, vous avez deux types de violence maintenant, qu'en pensez-vous? Tu y étais, je confirme bien. Tu étais, Michel, je crois que tu étais... Non. Donc ça a été aussi très intéressant parce qu'ils ont très bien compris comment deux auteurs, et Camus aimait beaucoup Proust, en plus il a cité un certain nombre de fois, comment on pouvait avoir deux types de violences et qui sont... D'abord, on a rapproché tout cela de la contemporanéité, et notamment, il y avait quelques filles dans cette classe de première qui ont dévié immédiatement sur le féminisme, et ça a été tout à fait intéressant aussi pour une condamnation de la violence, mais non pas une condamnation exabrupto de la violence, une condamnation parce qu'ils sentaient bien, cette classe n'est pas la seule, sentait bien que cela ne résout rien. La discussion a été de ce côté-là fort intéressante parce qu'au-delà de la prise de conscience, il y a eu le fait que, disons, le concept disant la violence ne résout rien. Avec les exemples qu'ils ont donnés, qui sont des exemples qu'ils voient à la télévision, dont leurs parents parlent, qu'ils ont peut-être vécu aussi, on ne sait pas, parfois, des classes de première, à l'époque où on est un peu adolescent, un peu près, après adolescent, un peu plus, mais pas tout à fait adolescent, majeur, etc. Et où on a un âge de recherche aussi, on ne sait pas du tout quel est le vécu intime de ces étudiants. Et on a bien vu, Florian et moi nous l'avons senti, il y en avait quelques-uns, quelques-unes qui exprimaient un ressenti plus que profond. C'est là que la tâche de l'enseignant est difficile, car il faut être sobre, discret, compréhensif et dire qu'on a compris, mais sans qu'on soit. Et bienveillant aussi. Voilà. Donc c'était intéressant. Je suis intervenu aussi dans des lycées à Nîmes, notamment. Je suis intervenu aussi à Perpignan, aussi dans des lycées pour lecture de texte sur des passages particuliers de l'œuvre de Camus. Et en définitive, on arrive toujours à cette même chose-là, c'est que ça les aide à réfléchir, ça je le disais tout à l'heure, ça les aide à réfléchir à des questions qui nous préoccupent chacune et chacun d'entre nous actuellement. Et c'est intéressant de le faire avec des lycéens, ce que Florian a fait avec des élèves élémentaires, ce que nous avons fait avec des élèves du premier cycle du secondaire et avec des élèves du second cycle du lycée. Je vous parlerai de l'université tout à l'heure. On arrive toujours à ces mêmes conclusions-là, c'est qu'il y a une condamnation de la violence, et je répète, non pas une condamnation pour la condamnation, mais une condamnation réfléchie. Et c'est en cela que nous nous opposons quand même un tout petit peu aux idées toutes faites qui sont répandues à la télévision ou ailleurs, comme quoi l'école c'est la catastrophe, c'est le foutoir, c'est tout ce qu'on veut. Absolument pas. Je veux dire, moi j'ai donné 47 ans de ma vie à l'éducation nationale, je sais de quoi je parle, j'ai même des missions pour le ministère et le rectorat, j'ai vu le bordel que ça peut être au ministère aussi, soyons bien clairs, je parle le mot à dessein. Donc, on a bien vu que de l'autre côté de la barrière, c'est pas tout à fait la même chose et qu'il y a une plus grande conscience des choses. C'est cela qui est intéressant. Et après, je parlais de l'université. Ce qui est intéressant, en fait, dès l'élémentaire jusqu'au lycée, c'est de leur laisser, comme on dit un peu à chaque fois, c'est de leur laisser cette
petite graine dans la tête, Camus, et petite graine Camus. Et à 8 ans, peut-être qu'ils s'en rappellent plus, maintenant ils doivent être au 4e, ces élèves-là, ou peut-être au 5e. Mais quoi qu'il en soit, je le sais, je me doute bien, quand ils vont arriver au lycée et qu'on va leur sortir à l'étranger, ou plus tard, s'ils vont aller voir une pièce de théâtre à Avignon, eh bien ils vont se rappeler de ça. Et ça va réactiver, cette petite graine, ça va le faire germer. C'est un peu le but de nos interventions aussi au lycée. D'autant que Camus, en classe de première cette année, est au programme du bac de français, voilà, notamment avec l'étranger. Voilà, donc les enfants, les adolescents, mais aussi les seniors. Alors, les seniors, c'est différent, c'est aussi ludique, et on parle de Camus autour, à l'occasion de balades à Lourmarin. Donc, c'est des expériences que nous avons menées avec l'Université du temps libre d'Aix-en-Provence et avec plusieurs associations sportives de randonneurs. Voilà, donc il y a une redécouverte de Lourmarin, avec, comme pour les élèves, des passages obligés dans certains lieux fréquentés par Camus. Donc nous intitulons ces balades Nous marchons à l'ombre d'un homme qui marchait au soleil, pour reprendre les mots de Maïssa Abbé, hein, qui a publié un petit livre sur Camus, et donc avec des lectures tout au long de ces pauses, avec on reprend différents ouvrages de Camus. Et donc lors de la pause méridienne, nous resterons, mais nous continuons à parler de Camus avec des petits quiz, donc notamment en essayant de faire un portrait chinois. Ça, on l'a élaboré après, mais si c'était une pierre, si c'était un lieu, si c'était une danse, etc. Ce sont des moments ludiques, mais qui permettent de réfléchir et de retourner à Camus après pour essayer de retrouver de ce dont on a parlé à travers l'œuvre. Et de retrouver aussi ces 10 mots favoris, le monde, la douleur, la terre, la mer, les hommes. Alors à travers cet exercice ludique, on retrouve des mots fantaisistes. Un des mots favoris qui reviennent, c'est cigarette. Bon, ça n'a pas été un mot favori de Camus, mais bon, on imagine bien Camus avec la cigarette aux lèvres en permanence, et donc voilà, ça fait partie de ce qui reste de Camus. Et on a des retours positifs parce que ces visites permettent un retour, une relecture, une découverte de l'œuvre de Camus. Et bien souvent, on a étudié Camus au lycée, en 4e, 3e, 1re, etc. Mais il y a une volonté, un besoin de retrouver ce qu'on a découvert tout au long de la visite à Lourmarin, de le retrouver à travers ces textes. Justement, tu parles des visites à Lourmarin. Michel et moi, nous avons, en partenariat avec l'association PIAF, décidé d'apporter notre contribution dans un domaine bien particulier, assez sensible. C'est celui de l'accueil des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Sur le Haut-Vaucluse. On les a accompagnés sur 3 axes. Donc, au Vaucluse, ce sont des personnes originaires d'Orange et de la périphérie. Voilà, Carpentras Orange. Donc, les 3 axes de travail, c'est travail et insertion, démarche citoyenne et la culture. Nous avons travaillé, nous, sur l'axe de la culture, maintenant, et trouver sa place de citoyen, devenir un citoyen informé, responsable, s'ouvrir à la culture et prévenir la récidive par la responsabilisation citoyenne. Alors, comment on peut faire ça? De la même façon, par 2 fois, on a fait une journée culturelle à Lourmarin avec comme thème Camus, citoyen du monde. Alors, autant dire que la journée, c'était assez compliqué de... Et on s'est dit, oh là là, dans quelle galère on s'est mis. Mais à la fin de la journée, il y avait autre chose. Donc on a commencé évidemment avec une petite projection, plus dans la salle de la mairie de Lourmarin, pas le côté ambiance avec la Marianne derrière la projection du petit film sur Camus. On a évidemment fait une balade dans le village. Ils se sont rendus compte qu'on n'est pas obligé d'aller loin pour observer un patrimoine important.
Ils sont originaires de Carpentras, d'Orange, de Sauron. Il suffit de faire une dizaine de kilomètres et on arrive dans un village sympathique. On peut apprécier tout simplement se balader dans une rue. Et de respecter l'environnement, ce qui est important. Le Marais n'est pas réservé à une élite. On peut s'y balader sans avoir forcément beaucoup de moyens. Et ces personnes sont quand même assez éloignées de la lecture et de la littérature. Et donc voilà, c'est vraiment leur faire comprendre que, à travers le documentaire qu'on a montré de Pour vivre avec Camus, à un moment dans Vivre avec Camus, il y a une caroleur, si je dis pas de bêtises. C'est des caroleurs, c'est ça? Oui, ce qu'on a essayé de mettre en exergue, c'est que Camus, issu d'une famille particulièrement pauvre, orphelin, malade, une mère illettrée, une grand-mère pas facile à vivre, ce petit bonhomme qui partait avec X handicap a réussi à être prix Nobel. C'est ce qu'on leur explique, hein, que être issu d'un milieu défavorisé, vivre dans un environnement pas souvent sympa, peut permettre aussi, avec quelques volontés, de s'en sortir. Voilà, c'était un petit peu le message qu'on souhaitait leur passer. Et donc, sur cette semaine de tige, donc ils avaient vraiment du lundi au vendredi des activités à faire. Donc c'est sûr que le mercredi, l'activité était sympathique. On allait à Montmartin, on regardait le film et on n'allait pas ramasser des feuilles. Voilà. Et bien c'est ce qu'ils ont le plus retenu, c'était l'axe culture. C'est vraiment ça les a marqués. Et je me demande si, je pense que ça les a remarqués. Je pense que c'est des personnes qui ont dû revenir sur le Marais, ou du moins sont allées dans les villages alentours pour profiter aussi simplement de leur environnement. Donc il y a eu un retour très positif des participants, mais il y a eu aussi un retour très positif des services pénitentiaires. Il y a eu vraiment un démarchage auprès de ces personnes. Alors il y avait de jeunes adultes, des adultes et des personnes un peu plus âgées, et le retour des services pénitentiaires a été vraiment positif. Et toi, Michel, tu as travaillé aussi avec les personnes en difficulté sociale bénéficiaires du RSA. Voilà, alors toujours avec l'association PIAF qui avait des bureaux à Orange mais qui ne sont plus à Orange, donc avec des personnes bénéficiaires du RSA, donc éloignées de l'emploi depuis fort longtemps, éloignées de la culture parce que des personnes en difficulté sociale et culturelle évidemment. On a essayé, alors c'était aussi une gageure mais qui a été réussie, de leur donner un petit moment ludique et un petit moment culturel à travers 2 ateliers. Alors le premier atelier était consacré au journal de voyage de Camus lors de son voyage qu'il entreprit en Amérique latine. Donc je leur ai lu quelques extraits de ce journal de voyage et on a essayé de reconstituer ce voyage à travers des extraits du journal de voyage de Camus et de refaire l'itinéraire géographique, donc à partir du voyage sur le paquebot à travers le périple maritime, mais aussi tout le périple du Brésil, Uruguay, Chili, Argentine. Donc ça leur a permis aussi d'avoir quelques notions de géographie, puisqu'on a repéré sur un planisphère tout le périple, et après de faire à travers des collages, des dessins, les illustrations des pays visités, des moments, des villes visitées, des pays visités. Alors, c'est ludique évidemment, mais il faut savoir que pour certaines personnes, elles n'avaient plus pris en main un crayon depuis des années et des années. Donc au début, ça n'a pas été facile de les mettre dans l'ambiance, et puis on y est arrivé. Et il y a notamment une personne d'origine maghrébine, une marocaine, qui... Camus, elle pensait à jouer avec son smartphone pendant que je parlais. Puis tout d'un coup, ça a fait tilt. Et puis elle m'a dit, mais Camus, tu peux me redire ce que tu viens de dire? Bon, alors, je venais de parler pendant une demi-heure. J'ai refait une synthèse de ce que j'avais dit. Elle me dit, mais ça me dit quelque chose. Ma fille qui est en première étudie Camus. Ça lui est venu comme ça. Et elle s'est accrochée, elle me dit, mais tu peux encore m'en dire un peu plus?
Et finalement, 2 jours après, elle revient et elle me dit « Mais c'est la première fois que je pouvais discuter avec ma fille de ce qu'elle faisait à l'école. » Et ma fille a apprécié. Et moi, je suis très fière d'avoir pu faire ça avec ma fille. Voilà. C'est une petite anecdote qui m'a particulièrement touchée et qui permet de voir aussi qu'il y a des petites choses qui servent à l'intérêt aussi de Camus. Et la deuxième expérience, c'était en 2020, c'était de faire le parallèle entre le Covid qui commençait à émerger et la peste. Donc je leur ai mis à disposition, donc on leur avait acheté à tout le monde un exemplaire de la peste, donc ils avaient leur livre personnel, et je leur ai mis à disposition des extraits de presse, donc du Monde, de la Provence, etc. Et ils devaient faire le parallèle entre des passages de la peste et des passages de ce qu'on retrouvait, de ce que la presse relatait au niveau du Covid. Donc le port de moyens de protection lors de la grande peste de 1340-48 et le masque, etc. Voilà. Et donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque après il y a eu le confinement, mais on a fait 2 ateliers et là c'est pareil, il y a eu un vif intérêt et ça a permis de relire certains passages de la peste qui évidemment c'était aux antipodes de ce qu'ils pouvaient lire. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces personnes, donc c'est des bénéficiaires, ils étaient sur Sorgues, Avignon, je sais plus. Sorgues, oui, le grand bassin d'Avignon. Et il y en a une, je crois, qui s'est réinscrite à la médiathèque, qui est allée s'inscrire à la médiathèque Sécano, qui était complètement éloignée de ce qu'elle pouvait faire. Voilà. Et d'autres personnes qui avaient des difficultés à lire ont abordé Camus par le biais de bandes dessinées. Oui. Alors, je vous rappelle quand même que 2022, c'est le 80e anniversaire de la publication de L'étranger du mythe de Sisyphe. C'est quand même important. Quant à la peste, on a beaucoup entendu pendant le confinement, Camus a inventé le confinement. Alors, ça, c'est une sottise majuscule qui vaut 10 ans d'abonnement gratuit au Canard enchaîné. C'est pas vrai. Il s'est, comme dit Michel, s'était beaucoup renseigné et on s'est aperçu que fermant les gens, ça allait mieux. Donc il n'a pas inventé le confinement, c'est ce qu'on a entendu régulièrement, même par des gens qui se prétendent de bons esprits, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors, en ce qui concerne les universitaires, ce qui a été plutôt une partie de ma carrière, parce que j'ai enseigné de la maternelle à l'université, et j'ai été enseignant pendant 35 ans par ici à Sauveterre, dans l'autre côté du Rhône, bien sûr. Voilà. Comment? Voilà. Et pour l'université, Camus, soit il y a ceux qui l'étudient parce que c'est un livre au programme et qu'il faut lire, voilà. Soit il y a ceux qui le refusent complètement. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas qu'à l'université qu'il y avait ces 2 attitudes. En effet, avec l'Académie de Nîmes, l'Académie de Marseille et l'Académie de Toulon, l'Académie du Var, nous avons organisé en 2017 à Nîmes 3 journées de colloques pour essayer de rapprocher les 2 rives de la Méditerranée, avec un jour consacré à l'émir Abdelkader. Nous avons obtenu, les descendants de l'émir Abdelkader, qui sont amis à nous, sont venus en parler. Il y a eu des tables rondes autour de la position de l'émir Abdelkader. Le deuxième jour, c'était sur les sciences dures, les neurosciences, les mathématiques. Je rappelle que tout ça, ça vient quand même de l'autre côté de la Méditerranée. Les pays du Maghreb ont très largement contribué à cela. Et le troisième jour, c'était consacré aux problèmes culturels. En effet, ça me permet de dire aussi que Camus a beaucoup écrit sur la culture. Et il a défendu l'idée suivante, en disant je parle et j'écris pour ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas écrire, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écrire, mais il a aussi beaucoup défendu le fait que l'artiste est celui qui doit s'engager quand il peut s'engager, et celui qui doit s'engager dans la vie de tous les jours. C'est à la fois d'écrire ou de jouer, peu importe, mais c'est aussi de s'engager pour un monde meilleur. Camus l'a beaucoup défendu, c'est une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup de culture. C'est pas la culture pour être cultivée, c'est la culture vivante, celle qui permet d'avancer. Donc, à l'université, de manière générale, Camus est admis. Il semble que s'éloigne petit à petit la querelle entre Camus et Sartre, qui est un peu une fausse querelle liée au fait que Sartre voulait s'assurer une forme de prééminence dans le
le petit monde confiné de Saint-Germain-des-Prés. Il y a aussi d'autres histoires par là-dessous, des arrière-histoires, comme dirait des chars, qui n'ont pas tant d'importance. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le sait par des documents, dès qu'il y avait, après la brouille, tout le monde racontait en 1951, dès qu'il y avait une intervention à faire, soit pour les pays de l'Est qui avaient été envahis, soit pour d'autres pays, Camus, Sartre et Breton, qui s'étaient violemment environnés à travers la presse, savaient se retrouver pour participer ensemble à un certain nombre de défenses de la justice et de la liberté. Ça aussi, il faut reconnaître, l'histoire littéraire est parfois très dichotomique, mais il faut changer. Quant à l'Algérie, il y a eu, après la mort de Camus, alors je rappelle aussi quelque chose que nous sommes obligés toutes les fois de rappeler avec tous les publics, Camus est mort le 4 janvier 60. L'indépendance de l'Algérie, c'est en juillet 62. Nous avons eu plus d'une fois, ah oui, mais Camus, ceci, on ne sait pas ce qu'il aurait dit et ce qu'il aurait écrit. À partir du 4 janvier 60, ça s'arrête. On n'a pas le droit, et nous ne faisons pas nous parler Camus ou écrire Camus, on n'a pas le droit. Je me souviens quand même que lors d'une soutenance de thèse, l'un des universitaires a reproché à la doctorante, lui a dit, mais Camus n'a rien écrit sur mai 68. Elle lui a dit, monsieur Camus était mort depuis 8 ans. Voilà, ce qui a dit sur certaines universités, je suis placé pour le savoir. Donc, voilà. Alors, Camus en Algérie, il y a eu quand même une fronde anti-Camus à la fin des années 70, notamment. Et depuis, tous les Algériens, alors, il faut encore distinguer Algériens, Marocains et Tunisiens. Vous savez que ces gens-là ne s'entendent pas forcément entre eux, mais bon, pour nous, ce n'est pas une raison. Le principal est de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Il y a eu un très gros creux de la blague, et maintenant, nous rencontrons beaucoup de maghrébins, de populations qui nous disent oui, on ne nous a pas présenté Camus comme ça, on aimerait le lire, et on s'aperçoit qu'ils l'ont lu, et c'est ça qui est intéressant. Donc, pour le rapprochement des deux rives est absolument nécessaire. C'est intéressant aussi. Petite anecdote, quand j'enseignais à l'université d'Aix-en-Provence, j'avais mis une année au programme l'étranger. Et donc, à début d'année, je donne le programme pour l'année, et le dernier texte, nous finirons, c'est l'étranger. À ce moment-là, l'étudiant se lève, l'étudiant qui était algérien. Il me dit, monsieur, c'est un livre raciste. Je suis ravi de l'entendre. Vous aurez 20 minutes pour montrer à vos camarades que c'est un livre raciste. Évidemment, quand l'avant-dernier cours, je dis la semaine prochaine, vous aurez lu l'étranger, je dis Slim, n'oubliez pas que vous avez un minute. Oui, monsieur. Évidemment, il ne vient pas au cours suivant. Je dis, tu vas au cours suivant, tu ne me connais pas, tu vas voir. Le cours suivant, je dis, vous faites Slim, vous avez 20 minutes. Et là, j'avais 2 heures de cours, je venais de parler depuis 5 minutes. Il y a une étudiante qui se lève, petite étudiante, qui était toujours vêtue de rose, nous l'appelions, c'est l'amusée, notre poupée Barbie. Voilà, elle a l'amusée. Elle se lève, elle regarde Slim et elle lui dit, alors je vais vous dire comme elle le lui a dit. Écoute Slim, tu es arabe, moi je suis kabyle. Vous nous avez fait chier pendant des siècles, vous avez nous emmerder pendant 20 minutes. J'ai dit, le cours commence bien, comment tu vas faire? Tu as 2 heures avant toi. Donc, voilà, Slim n'a rien dit, etc. Le bout de cette année, il ne tenait plus, il s'est quand même levé. Voilà une autre étudiante qui était grande, sculpturale, qui avait des cheveux absolument extraordinaires, qui était une très bonne étudiante, se lève. Elle dit, je sais, moi aussi je suis kabyle. Elle dit, elle le fixe dans les yeux, comme les serpents. Eh bien, je dois vous avouer que presque 15 ans ou 16 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi L'étranger est un livre raciste. Mais, au-delà de l'anecdote, cela montre quand même que l'œuvre de Camus peut encore quelque part divisé. Et que c'est à ce moment-là qu'il faut montrer que l'œuvre de Camus peut réunir. Et justement, il faut citer Camus. En 1956, il prononce un discours extraordinaire pour une trêve civile en Algérie. Il prononce à Alger, ça s'est très mal passé pour obtenir une salle, et pendant qu'il était en train de parler, dehors, une partie de l'OAS et des partisans de l'Algérie française plus dur, était en train de hurler « Camus à mort, Camus à mort ». Et Camus dit, je le cite, « On se résigne trop facilement à la fatalité, on accepte trop facilement de croire qu'après tout, le sang seul fait avancer l'histoire et que le plus fort progresse alors sur la faiblesse de l'autre. Cette fatalité existe peut-être, mais la tâche des hommes n'est pas de l'accepter, ni de se soumettre à ses lois. S'ils l'avaient acceptée dès les premiers âges, nous en serions encore à la préhistoire. La tâche des hommes de culture et de foi n'est en tout cas ni de déserter les luttes historiques, ni de servir ce qu'elles ont de cruel et d'inhumain. Elle est de s'y maintenir, d'y aider l'homme contre ce qui l'opprime, de favoriser sa liberté contre les fatalités qui la cernent. Demain, si seulement l'Europe
s'accorde avec elle-même. Des flots de richesse couvriront le continent et, débordant jusqu'ici, c'est-à-dire en Algérie, rendront nos problèmes périmés et nos haines caduques. C'est pour cet avenir encore inimaginable, mais proche, que nous devons nous organiser et nous tenir les coudes. Ce qu'il y a d'absurde et de navrant dans la tragédie que nous vivons éclate dans le fait que, pour aborder un jour ces perspectives qui ont l'échelle d'un monde, nous devons aujourd'hui nous réunir pauvrement à quelques-uns pour demander seulement, sans prétendre encore à rien de plus, que soit épargnée sur un point solitaire du globe une poignée de victimes innocentes. Mais puisque c'est là notre tâche, si obscure et ingrate qu'elle soit, nous devons l'aborder avec décision pour mériter un jour de vivre un homme libre, c'est-à-dire comme des hommes qui refusent à la fois d'exercer et de subir la terreur. C'est-à-dire, on va rarement au-delà de ces paroles-là, qui sont des paroles circonstancielles. 56, la trêve civile, on était en plein dans la guerre d'Algérie, il y avait eu les massacres sélectifs également. Camus avait réuni un certain nombre d'amis algériens et français, dont Jean Quérol et celui des Nouvel Obs, Jean Daniel, pour essayer de voir comment en 48 on pouvait déjà, on sentait, puisqu'on était pendant la guerre d'Indochine, comment on pouvait en sortir autrement que par la violence. Donc ce texte-là, qui est circonstancié, puisqu'il s'adresse à la fois aux Algériens et à la guerre d'Algérie de manière générale, il ne prononce pas le mot de guerre d'Algérie. C'est un texte qui va largement au-delà des événements et qui nous permet de réfléchir à ce qu'est la violence. Donc à l'université, c'est cela, et je dois aller, si tout se prête, en novembre à Tunis pour rendre la deuxième partie du colloque dont je vais parler à Carthage exactement, pour parler de Camus. C'est un peu périlleux, mais ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude. J'ai été agressé en voiture, je sais ce que c'est, pas peur, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai proposé à un de mes amis qui est avocat à la Cour constitutionnelle d'Algérie, j'ai dit, écoute, on parlera tous les deux, si tu veux, de Camus, je préfère que ce soit ça. Il faut aller aussi au-devant des choses, au-devant de, non pas du danger, mais au-devant des choses et montrer qu'il y a des gens qui ont dit à une époque, et qu'une autre personne, quelques années après, mais nombre d'années après, le disent. Ce n'est pas pour braver, c'est pour essayer de réfléchir ensemble. Et donc, ce que Florian a fait avec ses classes, ce qu'il fait avec la classe, ce que Michel a fait avec les publics en difficulté, ce que j'ai essayé de faire avec les universitaires ou ailleurs à l'université, dans des conférences ou dans des manifestations, dans des émissions de radio, peu importe, c'est de montrer qu'il y a une continuité entre toutes nos actions et que, au fond, ce qui est le minimum pour tout le monde, c'est-à-dire dans un monde juste, un monde de liberté, un monde socialement juste, etc., est important. Et c'est en plus, ça c'est une prise de position personnelle, moi je suis un Européen convaincu, pour des raisons strictement familiales. Je suis une famille dans laquelle il y a des Allemands, des Italiens, des Corses, ceux qui étaient des Italiens de toute façon, je suis marié à une Espagnole, donc je veux dire, on a des amis italiens, dont deux ont écrit un livre, Alessandro Bressolin a écrit un livre sur l'Europe, et là, le petit livre qu'il vient de publier, il propose de réimputer à l'œuvre de Camus 5 textes publiés sous pseudonyme, donc c'est un travail, notre travail c'est de montrer que Camus est toujours actuel, que ce soit Florian, que ce soit Michel, que ce soit moi, nous travaillons tous dans le même sens, avec des publics certes différents, mais qui ont tous les mêmes attentes, et nous avons nous aussi les mêmes attentes. Donc c'est pour montrer qu'on peut vivre, on pourrait vivre en tout cas, dans un monde plus juste. Alors je ne vois pas rien pour l'Europe, c'est un peu le foutoir actuellement, voilà. Je fais abstraction de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu d'autres événements avant, il y a quelques années quand le camarade Poutine a investi, la communauté internationale a été assez distante vis-à-vis des choses là. Donc il ne faut pas se donner bonne conscience a posteriori, il faut se donner une conscience a priori, c'est déjà pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant, puisque j'aurai certainement l'occasion d'intervenir. Oui, alors, comment les actes, ce sont des actes qui ont été publiés après les rencontres méditerranéennes d'Albert Camus, où il y avait des thématiques, lecture de Camus, l'Europe selon Camus, la philosophie, la pensée de midi, comment le théâtre, tout n'est-il que théâtre, etc. C'était des thématiques pour lesquelles nous invitions un certain nombre d'universitaires ou de spécialistes de Camus qui venaient parler, où il y avait des discussions, des lectures, des expositions. Voilà un petit peu ce qu'il y avait, et nous reprenons un petit peu dans le partage culturel en Provence, nous reprenons un certain nombre de choses que nous avons vécues et que nous avons
Ces actes, ils sont disponibles puisque c'est les éditions des Offrés qui est sur, qui ont un stand ici. Oui. Voilà, donc, ils sont disponibles sur le stand aussi de notre éditrice, donc n'hésitez pas à les regarder aussi. C'est le dernier des actes qui est Camus, des moralistes à la philosophie et à la philosophie politique. On a eu des choses fort intéressantes qui ont été dites. Voilà, Jean, nous avons beaucoup parlé. Je voudrais m'adresser à Jean-Louis pour parler bien dans le micro. Je vais vérifier que ce soit parlé dans le micro. Oui, voilà, c'est bon, c'est bon, il marche. Voilà. Merci. Merci Jean-Louis. Comment dirais-je, deux petites remarques, mais vraiment toutes petites, mais c'est historique. Lors de la rencontre pour la trêve civile en Alger, à la salle Borde, Camus a été agressé par une meute de colonialistes, mais pas OAS. C'était plus tard. Voilà. Mais quelquefois on tombe sur des gens pointus comme moi, et puis bon, c'était pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai qu'il a été agressé par des cris dans le genre Camus à mort, qui a été répété dans la foule, mais la foule était contenue par un maigre cordon de CRS à l'époque, et qui était appuyé par une protection civile de la salle Borde, et dans cette protection civile, il y avait des militants du FLN. Ça, c'est pour l'histoire. Second problème, au niveau de Sartre, moi, je passe pas comme ça. Je passe pas comme ça parce que Sartre a eu des positions sur l'Algérie qui ont été plus que outrées. Et il était normal que ce point était un point dur. D'autres avaient des positions qui n'étaient pas camusiennes. On parlait de Jules Roy, par exemple. Mais les rapports n'étaient pas ceux-là. Alors, pour revenir à Jules Roy et aux gens qui ont entouré Camus, et qui peuvent intéresser les jeunes de ce pays, des Français de ce pays, c'est les amitiés de Camus pour, par exemple, Mouloud Ferraoun, Emmanuel Robles, Jules Roy. Je crois que c'est aussi des auteurs qu'il faut faire connaître à la jeunesse parce que c'est simplement un autre point de vue que Camus. C'est à discuter. Et Camus appréciait ces gens-là parce que dans la pensée camusienne, il y a beaucoup d'empathie pour ce que racontent les autres. Et même le jeune Algérien qu'il a agressé à Stockholm, il n'en a pas tenu rigueur. Il n'y en a pas tenu rigueur. Il a dit, vous ne savez pas à qui vous parlez et ce qu'on a pu faire. Alors, ces auteurs-là, moi j'aimerais bien qu'on les porte un petit peu à la connaissance du grand public. Voilà. Alors, merci. Au début des années 2000, il y avait eu une rencontre Camus-Odysio-Robles qui avait été faite. Le fils d'Odysio était venu, Jacqueline Robles, la fille de Robles, était venue. Bon, Jules Roy, nous n'avions pas parlé. Je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Sartre a eu effectivement des positions très difficiles sur l'Algérie. Mais on a opposé pendant trop longtemps, et même encore un peu maintenant, même si ça diminue, on a opposé Sartre et Camus sur deux positions, systématiquement. L'histoire avec H majuscule et l'histoire littéraire, l'histoire journalistique est quelque peu différente. Parce qu'on nous a communiqué des textes de Camus, des manuscrits, des tapuscrits, etc., qui montraient que même après la brouille L'Homme révolté en 51, en fait, en tout cas la plus grosse polémique L'Homme révolté, et je vous rappelle que Sartre est intervenu assez tard dans la polémique, il a d'abord envoyé le second couteau, le second couteau. Donc, dans cette polémique, il est marqué sur certains papiers, voir Sartre, voir Breton.
C'est-à-dire que Camus, malgré... Et moi j'ai eu la chance de connaître une ancienne secrétaire de Sartre qui habitait pas loin de chez moi, à Alès, à côté d'Alès, qui me disait que plus d'une fois Sartre lui avait dit « Téléphonez à Camus, il faut qu'on se voit ». C'était après 51. Donc l'histoire, qui est un peu dichotomique, a tendance à faire des choses, c'est tout blanc, tout noir, tout vert, tout rouge, c'est l'Olympique d'ailleurs, voilà, peu importe, mais l'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Et donc, malgré des prises de position différentes, il y avait aussi sur certains grands sujets, sur le sujet de la liberté, par exemple, après l'invasion de la Hongrie, ils se sont en partie retrouvés quand même. Donc, il y avait des positions différentes. Et à la mort de Camus, Sartre a écrit un très bel article, qui est parfois un peu fielleux, mais bon, il fallait s'entendre, de Sartre, je dirais, il fallait s'attendre à ça. Et Arlette El-Kaïm, qui était la fille adoptive de Sartre, nous avait bien promis, malheureusement elle est décédée assez rapidement, nous avait bien promis de nous sortir, de montrer un certain nombre de documents. J'ai demandé à Ribalka s'il pouvait les sortir. Apparemment, il va pouvoir les sortir, des documents qui montraient que Sartre avait eu une position beaucoup plus nuancée que ce qu'on veut le lire. Même François Mauriac, avec qui pourtant Camus s'était violemment attrapé. François Mauriac, lorsque Camus meurt, le 4 janvier, le 17 janvier 60, que Mauriac écrit un très bel article dans le Figaro littéraire. Il écrit un très bel article dans le Figaro littéraire, qui est les plus beaux hommages à Camus qu'on a fait, et venant sincèrement et profondément d'un Mauriac difficile, mais avec une grande reconnaissance. Donc, tout ça est très, très à nuancer. D'ailleurs, Aronson, qui est un universitaire américain, a publié un livre qui s'appelle Camus et le S de Camus et le début du S de Sartre, qui a été traduit en français avec Camus d'un côté et Sartre de l'autre. On a perdu beaucoup de choses pour la couverture. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, des gens comme Robles, comme Odisio, comme Jules Roy, par exemple, qui était un grand monsieur, et un certain nombre d'autres sont tout à fait à découvrir dans l'entourage. J'avais mes Mouloud Ferraoun, Albert Memmi, etc., dont Guy Dugas est en train de travailler à la publication du journal, qui est fort intéressant en ce qui concerne Camus. Il y a tout un mouvement qui se fait maintenant par des éditions conjointes franco-algériennes, notamment, franco-tunisiennes, qui se fait, mais vous avez tout à fait raison d'apporter ces précisions. Autre question, madame? Bonjour, alors j'étais très intéressée. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste une interrogation juste une interrogation de quelqu'un qui ne connaît pas aussi, enfin, pas comme vous, Camus. Camus et les écrivains d'aujourd'hui, français, qu'est-ce que ça donne? Et Camus, c'est ma première question, et l'héritage de Camus sur les écrivains d'aujourd'hui, ce qu'on appelle, voilà. Et puis, ma deuxième question qui n'a rien à voir, c'est Camus et je ne dis pas la littérature jeunesse, mais si vous deviez, à la grand-mère que je suis, avoir envie d'offrir un album jeunesse sur Camus, qu'est-ce que vous conseilleriez? Et est-ce que Camus a donné quelque chose au niveau des rapports avec la peinture? Parce que vous avez parlé un petit peu de photographie, mais je me dis que c'est... Enfin voilà, j'ai peut-être plus l'habitude avec des œuvres de peintre, mais je me dis, mais tiens, c'est étonnant, est-ce que Camus a donné quelque chose en filiation avec des peintres? Et ma troisième question, qui n'a rien à voir, est-ce que l'étranger notamment, et Camus, est lu en Algérie? Est-ce que c'est facile de le trouver? Quelle est sa place? Est-ce qu'on le trouve dans les familles? Est-ce que les parents trouvent que c'est normal que leurs enfants lisent Camus? Est-ce qu'on le trouve dans les bibliothèques familiales comme chez nous? Voilà. C'est trois trucs très très différents. Florian, vous voulez répondre? Non, je ne sais pas. Par rapport à Camus édité en Algérie, je ne sais pas, mais je sais que Christian Féline, qui est un camusien qui appartient à la Société des études camusiennes, est en relation avec des écrivains algériens pour voir comment éditer ou rééditer l'étranger. En revanche, en Tunisie, l'étranger, la peste ont été publiés et ont même été traduits en dialecte, l'étranger par un écrivain, un journaliste qui s'appelle Dia et qui l'a traduit en dialecte tunisien l'année dernière. Au sujet dans la littérature infantile ou de jeunes adolescents, je n'ai pas les références, mais souvent
on retrouve Camus soit à travers une citation, soit à travers des références littéraires où des jeunes adolescents lisent Camus ou des personnages adultes lisent Camus et font connaître. Alors il y a notamment un livre qui traite de la drogue, qui est on pourra vous le mettre en ligne parce que l'auteur m'échappe, mais on retrouve effectivement dans la littérature jeune adolescent des références à Camus. Et par rapport aux autres écrivains, effectivement, notamment au niveau du Maghreb, en Europe, en Amérique latine et au Japon, il y a une forte influence de Camus, soit parce qu'il est traduit, soit parce qu'il influence des romans ou des essais. Là, peut-être, Jean-Louis, tu peux en dire davantage. Oui, vous avez un écrivain qui est Maïs Abbé, bien évidemment. Maïs Abbé, c'est une grande dame, culture arabo-française, et qui a fait de très belles conférences à Romarin et qui défend beaucoup l'œuvre de Camus. Pour répondre aussi à votre question, oui, Camus est lu en Algérie, soit en français par des jeunes et même par des moins jeunes. Camus est lu en Algérie, soit en traduction, parce que l'étranger a été énormément traduit, ainsi que d'autres œuvres, La Peste notamment. Il est lu en Algérie et avec une certaine liberté. Je veux dire, les choses sont passées quand même, et puis les générations ont changé. Certaines personnes qui avaient vécu les horreurs de la guerre d'Algérie se disent, nous savons par ce qu'elles nous disent, certaines en tout cas, qu'elles ne veulent plus revoir ça. Et donc elles permettent Camus élu. La question est de ne pas plaquer Camus dans une littérature, dans un pays, et de dire comment Camus, qui a été l'ami d'écrivains qui est algérien, Albert Memmi, notamment, tous ces gens-là, voilà, même Jean Sénac, qui était algérien, comment Camus a été l'ami de ces gens-là, comment en 1948, pendant l'accord de Sidi Madani, il a voulu, réunissant des Français et des Algériens de souche, il a voulu les réunir. Donc, ne pas plaquer l'œuvre de Camus en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, mais de dire comment, dans la littérature algérienne, c'est pas tout à fait la même chose qu'Alger, Constantine non plus. Comment ces écrivains-là, qui sont des écrivains, vous savez, qui comme Camus partent du fait que l'artiste doit s'engager dans la vie, comment Camus et ces écrivains-là forment un bloc pour le lire. Donc c'est à ce sens-là que nous aussi nous défendons cette chose-là. Pas plaquer, mais avec. Il y a, dans le documentaire de Joël Calmette, il y a un jeune Algérien qui fait des études littéraires et qui ne peut pas continuer pour des raisons financières et qui se retrouve bénévole dans une association d'aide à la population pauvre et qui cite constamment Camus. Camus le fait vivre malgré ses échecs universitaires, malgré la précarité de sa vie, et il s'appuie sur Camus. Oui. Et puis les bandes dessinées de Jacques Ferrandès aident quand même énormément à cette propagation, à cette connaissance de Camus. Ce sont des œuvres remarquables, les œuvres de Ferrandès, c'est remarquable. Tu peux répondre par rapport au choix d'un livre, c'est le premier homme. Le premier homme, ah oui. Pour entrer dans l'œuvre de Camus, il faut lire le premier homme d'abord. Mais surtout pour la bande dessinée, je veux dire, je sais pas si c'est plutôt une œuvre pour un adolescent, j'imagine. Oui, donc le premier homme. En bande dessinée, Ferrandès, c'est vraiment. Vous savez, pour les premiers albums, vous savez pas, je regarderai, parce que moi je suis passionnée de littérature jeunesse, donc je regarderai ce qui s'est fait sur, avec Camus. Juste, je m'interroge parce que je n'en ai pas vu comme ça, et je me demande pourquoi, justement, Camus n'a pas pu être